scène pour ça. Deux mots, après je laisse tout de suite la parole à Jacques, parce que je crois que c'est une belle et longue conférence. D'abord pour vous remercier, parce que vous êtes nombreux, et je suis heureusement étonné. Et puis pour remercier aussi la Comédie Picardie et son directeur, Nicolas Appel. C'est deux très beaux mots, comédie et Picardie. Et on n'imagine pas comédie autre chose. Alors cette première conférence est à l'initiative du CAP, Club Action Picardie, avec l'UPA, l'Université Populaire d'Amiens. Je pense que vous connaissez l'Université Populaire d'Amiens, peut-être moins le CAP. C'est une association qu'on a créée avec Jacques Darras dans l'urgence politique de la suppression de la région. Et on a créé pour préserver l'équité sur le nouveau territoire régional et aussi pour préserver les différences culturelles et pour défendre les diversités culturelles. Malheureusement, nos craintes d'effacement culturel étaient plus que fondées et nous n'imaginions pas à l'époque même la suppression du mot Picardie. Et les Picards ont une longue histoire d'autodérision et pour différentes raisons, ils ont une inclinaison forte à se dévaluer, à pousser leur modestie jusqu'à la dissolution. La série de conférences qui débute ce soir, par celle du poète Jacques Darras, a pour but de freiner ce penchant des Picards à l'effacement. Car s'il est idiot d'être fier d'être né quelque part, il est aussi stupide d'en avoir honte. Là, je vais laisser tout de suite la parole à Jacques. Merci Philippe, et merci à vous tous d'être présents ce soir. Alors, j'ai eu envie de placer cette lecture, conférence que je vais faire devant vous, sous l'invocation de Jean Racine, né à La Ferté-Milon, et qui écrit et publie et fait jouer en 1668 la seule et unique comédie tu as mentionné la comédie de Picardie, la seule et unique comédie qu'il ait jamais écrite, autant que l'on sache, et qui est Les Plaideurs. Et dans Les Plaideurs, j'aime beaucoup ce prologue que fait le personnage de Petit Jean, qui joue du reste un rôle extrêmement modeste dans la pièce, mais qui commence par un monologue d'affirmation assez exceptionnel, et qui montre que Racine, originaire de La Ferté-Milon, n'était pas du tout insensible à ces racines picardes, en quelque sorte. Et du reste, il y a un très joli musée que vous pouvez visiter, si vous ne l'avez déjà fait, dans la maison qui appartenait à sa sœur. Et en 1668, il écrit Les Plaideurs et il fait dire au personnage qui lance la pièce et qui porte le nom de Petit Jean, il lui fait dire, c'est à l'acte 1, scène 1, « Un juge, l'an passé, me prit à son service. Il m'avait fait venir d'Amiens pour être Suisse. Tous ces Normands voulaient se divertir de nous. On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups. Tout Picard que j'étais un bon apôtre, et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre. Alors nous allons faire claquer notre fouet ce soir, et donc c'est l'invocation sur laquelle je plaçais cette conférence. Je ne vais pouvoir aller ce soir, j'espère qu'il y aura une autre occasion, que du XVIe au XIIIe siècle. Tant la matière, qui n'est pas nouvelle pour moi, qui n'est pas neuve pour moi, mais tant la matière est d'une richesse infinie, absolument extraordinaire. Et ça n'a jamais été rassemblé. Je peux dire sans aucune vanité que ce que vous entendez ce soir, c'est une première.
le XIIe, le XIIIe siècle, le XIVe siècle en Picardie et, je précise, en Artois, nous laisserons la Flandre de côté, et j'expliquerai pourquoi ensuite, est exceptionnel dans la littérature française. Et les histoires littéraires de la littérature française nationale n'en font pas beaucoup état. C'est une première. Un petit préambule. Je ne vous cache pas mon sentiment que les protestations ayant accompagné le récent changement de nom infligé à notre région ont paru très faibles. Comme si les mots de Picardie, Flandre ou Artois ne signifiaient plus grand-chose aux yeux de leurs habitants. Sans parler de l'horreur que semble inspirer à certains de nos compatriotes le mot « Nord », associé par eux à des images de houille et de terril. Donc, les protestations furent scandaleusement faibles. Convaincu, quant à moi, dès 1985, que la Picardie et sa langue bénéficiaient d'une histoire séculaire mal connue, j'avais rassemblé des linguistes et des historiens autour des toutes jeunes éditions Trois Cailloux, où nous publiâmes un livre collectif au titre à dessein mystérieux « La forêt invisible ». Le livre consistait à faire sortir de son invisibilité la littérature en langue picarde depuis le Moyen-Âge. J'eus d'ailleurs quelques peines à faire comprendre autour de moi où je voulais en venir. 30 ans plus tard, je me propose d'attaquer une seconde forme d'invisibilité encore plus préjudiciable nous concernant. Je pourrais d'ailleurs intituler ce nouveau livre « La forêt invisible, tome 2 ». De quoi s'agit-il ? D'une invisibilité tellement patente qu'elle nous crève les yeux. Depuis un bon millénaire, la Picardie, l'Artois et à un degré sans doute moindre, j'expliquerai pourquoi la Flandre, sont des terres de fertilité, de continuité littéraire, ayant fourni une contribution exceptionnelle et sous-estimée à l'histoire nationale. Je me suis aperçu que cela n'avait jamais été constaté par personne, trouvant le fait non seulement surprenant, mais surtout dommageable quant à l'opinion que Picards et Artésiens se font d'eux-mêmes, je renvoie à Philippe, assez basse en vérité, ce qui les rend vulnérables aux manipulations les plus cyniques. Soyons clairs, mon but n'est pas d'exalter une quelconque fierté régionale. Je me considère plutôt en chirurgien de la mémoire, cherchant à réparer l'élasticité d'une aire géographique devenue poreuse à l'imaginaire national. Je vous invite ainsi, ce soir, à parcourir avec moi l'allée majeure, dirais-je royale, tracée par une foule de poètes et de penseurs plus originaux les uns que les autres. J'ai rassemblé à cet effet un florilège de textes que je lirai à voix haute devant vous, pour mon plaisir, mais aussi, je l'espère, le vôtre. À défaut de constituer une nation ou un peuple, manque le mot dont je voudrais nous qualifier. Nous, au Nord, avons toujours été des êtres d'oralité. D'Adam de la Halle ou d'Élinan de Froimont à La Fontaine, voire Voiture et Gressé, moins connu, nous pratiquons une écriture orale, aimant faire entendre notre langue en public, jusque sur les places publiques, conformément au canon de l'art poétique arageois. Il y a quelque chose de populaire et de raffiné tout à la fois dans la littérature que nous composons. Peut-être est-ce d'ailleurs pourquoi nous avons manqué le tournant de la Renaissance et son repli sur une écriture d'intimité savante et érudite, hypothèse à vérifier. Pétrarque ni Ronsard ne semblent avoir eu de disciples sonnettistes chez nous. Il est vrai qu'à l'époque, nos Picards étaient occupés à des choses moins légèrement personnelles, comme de réformer l'Église, par exemple. Ceci explique peut-être cela. La Picardie, l'Artois, la Flandre, du VIe au XIIIe siècle. Brève notation sur des histoires contrastées. C'est très synthétique et schématique ce que je vais dire. Il faudrait entrer beaucoup plus dans le détail. Mais l'ensemble me semble à peu près correct.
Des chercheurs l'ont très vite noté. Je pense à l'abbé historien d'Arras, Jean Lestocquois, l'abbé Lestocquois, auteur de 2 petits livres magnifiques de la collection Que sais-je, au PUF, Une histoire de la Picardie et Une histoire de la Flandre et de l'Artois. Il disait, et je suis d'accord avec lui, il y a dès l'origine une différence de taille entre les destins picards, flamands et artésiens. Si l'ère géographique en question prend forme au Ve siècle avec la stabilisation des invasions franques et se structure autour d'abbayes protégées par le pouvoir, mérovingien puis carolingien, l'âge de la féodalité consécutif aux invasions normandes des IXe et Xe siècles voit l'émergence, d'une part, d'un comte de Flandre et d'Artois, qui prend le titre de Baudouin Ier, 863-879, dont le territoire va déjà d'Arras à Bruges, choisi par lui comme capitale, et d'autre part d'un comte de Paris, Hugues Capet, s'imposant en 987 par élection comme héritier de la dynastie royale carolingienne. Tout très vite, un affrontement entre Nord-Flamands et Île-de-France. En Flandre, la suite généalogique des Baudouins, Baudouin Ier jusqu'à Baudouin IX, 9 comtes en tout, un temps ébranlés par leur échec à la bataille de Bouvines, Philippe Auguste, 1214, mais bientôt renforcés par la constitution d'un duché de Bourgogne, dont hériteront à terme les Habsbourg et Charles Quint, constituent une continuité cohérente. L'Artois, quant à lui, vacille et passe successivement de la monarchie française, Robert, frère de Saint-Louis, reçoit l'Artois, en apanage, c'est-à-dire de façon inaliénable, en 1237, avant de mourir massacré à Mansoura, en Tunisie, avec 280 chevaliers français, en 1250. Au duc de Bourgogne, cela passe au duc de Bourgogne, qui récupère la province. Philippe le Hardi, par mariage avec Marguerite III de Flandre, en 1384, lesquels ducs de Bourgogne feront d'Arras, au XVe siècle, la ville la plus méridionale de leur duché. J'aime beaucoup qu'en flamand, Arras se dit Atrecht, comme Utrecht. Il faut bien savoir que Atrecht, c'est Arras. Bref, entre couronne de France et comté des Flandres s'installe un climat de tension qui ne prendra fin qu'avec le siège d'Arras par Louis XIV, 1640, c'était hier, puis la prise de Lille, 1667. Amusant que les plaideurs paraissent en 1668, au lendemain de la prise de Lille. Mais vous allez me dire, que devient la Picardie dans tout cela ? Bon gré, mal gré, elle se retrouve géographiquement liée à la couronne royale française. C'est très vite une province à statut militaire, glacis frontalier dans la guerre franco-flamande, puis franco-impériale. L'incarnation picarde la plus symbolique n'est-elle pas la création d'un régiment de Picardie au lendemain de la terrible défaite infligée à Henri II par les troupes espagnoles de Philippe II à Saint-Quentin en 1557. Terre de cathédrales et de casernes jusqu'au XXe siècle, la Picardie. Quelques-uns d'entre vous se souviendront, privilège de l'âge, de la densité de casernes encore visible dans les années 50 du siècle dernier, je veux dire le XXe siècle, à Amiens. Je trouve pour ma part joyeusement ironique que la faculté des lettres de l'université intègre bientôt la vieille citadelle construite par Henri IV en 1597, c'est-à-dire au lendemain de la prise d'Amiens par les Espagnols. Citadelle où j'aurais moi-même fait une partie de mes classes militaires. Terre de casernes et de cathédrales, disions-nous, la Picardie. Mais je vais vous le montrer. Terre encore plus remarquable par le nombre et la qualité de ses écrivains. Quelques mots maintenant sur la langue picarde et question générale d'identité. Dans La forêt invisible, je posais, avec l'aide de la linguiste Jacqueline Picoche, de René Debry et de Pierre Yvard,
la question fondamentale d'une continuité entre la langue dite d'Oïl, définie par Dante, le grand poète Dante, dans son traité De Eloquentia, par contraste avec les langues d'oc, provençales, et du si, italien-espagnol, et la langue employée par les picardisans du XIXe siècle au lendemain de la Révolution romantique. S'agissait-il de la même langue ? Pour s'en tenir aux seuls signes morphologiques, comme faisaient les linguistes, il y avait continuité apparente. Les littéraires, dont j'étais, préféraient évoquer quant à eux une souche littéraire commune aux dialectes anglo-normand, champenois et picard, dite ancien français. S'il n'exista jamais de duché ni de comté de Picardie, exception faite du Ponthieu et du Vermandois, une nation picarde fut donc élevée au rang de nation fondatrice de l'université parisienne, à l'instar de 3 autres nations, la normande, l'anglaise et la française. Mais la malchance veut que fort peu de documents aient subsisté la concernant. Comment l'expliquer ? Alors que j'effectuais mon travail d'enquête, je suis tout récemment tombé sur le travail peu connu du chercheur Charles Vulliez, qui, au cours d'un séjour à l'École française de Rome, en 2003, c'est récent, a exhumé des fonds de la Bibliothèque Vaticane un rotulus, mot savant latin, c'est-à-dire un petit rouleau de parchemin manuscrit, portant supplique, je cite, de la nation picarde de l'Université de Paris au pape Jean XXIII, pas le nôtre, mais celui qui fut destitué, à peine élu, en 1415. Je cite le chercheur Vulliez. Au total, l'ensemble du rotulus nous permet de recenser 209 à 210 suppliants. Qu'en est-il de ces derniers ? Du point de vue des grades universitaires, le commun dénominateur est la maîtrise S.Art, 201 gradués sur 210. Quant à l'origine géographique des étudiants, et c'est ici que la chose devient intéressante pour nous, telle qu'elle apparaît à partir du diocèse d'origine, notre population se répartit ainsi sur 204 cas identifiés. 45 étudiants viennent du diocèse d'Amiens, 41 de Cambrai, 24 de Tournai, 22 de Laon, 19 de Thérouanne, 16 de Beauvais, 14 de Liège, 10 d'Arras, 10 de Noyon, 3 d'Utrecht, Pays-Bas. Vous avez bien noté, ça c'est un document historique indiscutable, vous avez bien noté que nous sommes aux alentours de 1415 et que la nation picarde a été créée et reconnue en 1257. 1415, soit en pleine guerre de 100 ans, en quelque sorte, qui va s'achever d'ailleurs avec le traité de 1475, dit traité de Piquigny. D'ailleurs, la nation anglaise va vite faire son Brexit et être remplacée par la nation allemande. Après la guerre de 100 ans, c'est normal. Étonnant de constater l'extension géographique et linguistique de cette nation picarde, n'est-ce pas ? En somme, on pourrait avancer que la Picardie n'a jamais existé que sous la forme d'un grand collège linguistique universitaire, dans le cadre de l'Erasmus sorbonnard médiéval. Je trouve ce label européen non seulement respectable, mais excitant et moderne. À ceci près que dans l'intervalle de 800 ans, nous aurons été fortifiés par l'apparition d'écrivains de la langue latine puis française, nous ayant laissé un héritage littéraire original qu'il nous appartient enfin de reconnaître et de faire fructifier. J'aborde le chapitre de l'essor et déclin des abbayes et le passage du latin à la langue vernaculaire écrite, donc la langue d'Oïl, avec des morphologies très morphologiques picardes. Ce qui a assuré la continuité d'une littérature écrite, savante puis populaire, dans l'ère géographique définie comme picarde par la Sorbonne, c'est d'abord la présence d'abbayes
aux époques mérovingienne et carolingienne. L'une des plus célèbres, fondée dans les années 660 par la reine Bathilde, mère régente de Clotaire III, fut Corbie, au confluent de l'Ancre et de la Somme, et qui accueille pour commencer des moines copistes irlandais de l'abbaye vosgienne de Luxeuil, formés à la règle de l'Irlandais colomban, Saint Colomban, avant de passer sous la règle bénédictine au 8e siècle. Quelques 300 manuscrits sont sortis des scriptoria de l'abbaye que la Révolution française fera transférer par décret en 1790 à la bibliothèque d'Amiens, où ils sont toujours. C'est ce même atelier d'écriture de Corbie qui, selon les historiens, aurait mis au point le type d'écriture appelé minuscule caroline, imposé par Alcuin, le ministre de la culture de Charlemagne au 8e siècle, reprise enfin sous la forme de la ronde d'imprimerie au XVIe siècle. Rayonnante, l'abbaye créera une annexe en Allemagne du Nord, d'où partiront des missionnaires évangélisant les pays scandinaves, le plus célèbre de tous étant Ansgarius, ou Sainte Anchère, originaire de Fouillois, qui, après plusieurs missions au Danemark, dont il deviendra le saint patron, il y a une statue de Sainte Anchère qui jouxte le palais royal à Copenhague, et qui sera finalement nommé archevêque de Hambourg. Mais c'est surtout Saint-Amand, l'abbaye de Saint-Amand, au confluent de la Scarpe et de l'Escaut, d'une certaine façon, de l'Elnon précisément, qui constitue le point de départ de la littérature française en langue romane. Tout part d'un manuscrit copié dans cette abbaye au IXe siècle, 880 environ. D'autres disent que ce fut copié à Liège ou Aix-la-Chapelle, et qui se trouve aujourd'hui, ce manuscrit, à la bibliothèque de Valenciennes. Ce manuscrit comporte 3 poèmes. 2 dédiés à Sainte Eulalie de Mérida, l'un en latin, Mérida est en Espagne, l'un en latin, l'autre en langue romaine, ou proto-français, romana lingua. Un 3e poème en francique rhénan célèbre la victoire de Louis III sur les Normands, ou Vikings, à la bataille de Saucourt en Vimeux. C'est le poème en langue romane dit cantilène, c'est-à-dire poème chanté à caractère épique, de Sainte Eulalie, qui a évidemment suscité le plus de commentaires. Je vais me risquer, sans avoir aucune connaissance précise de la façon dont on prononçait le roman, de lire 4 ou 5 vers de ce texte en roman. Ça ressemble beaucoup au latin, mais il y a des traits picards. Buena pulcella fut Eulalia, belloret corps bellezur anima, voldre la ventre l'idéo inimi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens enclin à rouler les airs tout de suite. Voldre la faire Dio le servir, elle non escoltet les mals conseillers. Alors, je vais continuer, bien sûr, en français. Il s'agit d'une chanson qui comporte des traits linguistiques picards, comme diole pour diable, cause, à un moment, pour chose, wallons et champenois, dont les chercheurs, des chercheurs qui s'appellent Roger Berger, vous entendrez son nom revenir très souvent, c'est un chercheur arageois, et Annette Brasseur, ont fait une analyse extrêmement précise, publiée aux éditions Droz en 2004. Il s'agit surtout d'un très, très beau poème, taillé dans l'âpreté de la langue romane, se dégageant maladroitement du latin, à l'image, semble-t-il, de cette toute jeune fille de 12 ans, croit-on, qui refuse la langue officielle et se voit martyrisée par le feu dont elle sort intacte, dit le poème, dans les années 300 après Jésus-Christ, dans la ville de Mérida qui se trouve en Estrémadure. J'ai tenté une traduction. Je vais, elle est assez courte, la lire ici. Bonne pucelle fut Eulalia, bel corps avait, beauté dans l'âme. Voulurent la vaincre les ennemis de Dieu, voulurent la faire servir le diable. Elle n'escouta mauvais conseillers, qui font renier Dieu qui demeure sur le ciel.
Ni or, ni argent, ni parure, ni menace royale, ni prière, nulle chose ne la pourrait jamais plier, la petite fille, qu'elle n'aima pas à service de Dieu. Fut présentée à Maximien, qui roi était à ce jour sur les païens. Il l'exhorta, dont ne lui chauderait en rien. Ce conditionnel du verbe chaloir est autorisé. Il l'exhorta, dont ne lui chauderait en rien, à fuir le nom de chrétienne. Elle revendique son élément, mieux préfère souffrir un pédiment qu'elle ne perdit sa virginité. Ainsi mourut-elle en grande dignité. La jetèrent dans le feu, qu'elle brûlât aussitôt. Or n'avait commis faute, donc elle ne brûla point. Sur quoi ne voulut s'avouer vaincu le roi. Avec l'épée, lui fit couper le chef. La demoiselle, cette chose ne contredit pas. Je trouve ça extraordinaire. Voulut quitter le monde, donc pria le Christ. Et cette image superbe, en figure de colombe, au ciel s'envola. Prions tous qu'elle daigne prier pour nous, que Christ de nous ait merci, après la mort, qu'il nous laisse venir par sa clémence à lui. C'est un très beau, très rude début pour la langue française. Mais le latin continue de régner dans la littérature des abbayes. On constate tout juste un glissement prosodique de la langue, récemment bien mis en lumière par l'extraordinaire livre de Jean-Claude Schmitt, qui a pour titre « Les rythmes du Moyen-Âge », publié chez Gallimard en 2016, la Bibliothèque illustrée des histoires, magnifique livre à offrir en cadeau à Noël. Schmitt montre comment l'on passe d'un latin classique, où les voyelles ont valeur quantitative ou durée plus ou moins longue, selon leur cas ou leur position dans le vers, à une poésie accentuelle. Je le cite, une poésie chantée. Grande partie de la poésie médiévale est une poésie chantée, fondée sur le nombre des syllabes et l'accent d'intensité. Je n'hésite pas à prolonger sa remarque, quant à moi, et parlerai d'une poésie consonantique nouvelle. Mon sentiment, mais ça n'est qu'un sentiment, il faudrait que j'obtienne la preuve de savants. Mon sentiment est que le latin parlé par des Francs, c'est-à-dire des Germains, des Germaniques, a dû faire remonter les accents vers l'initiale. Témoin l'extraordinaire poème du moine bénédictin Hucbald de Saint-Amand, la même abbaye, illustrant mon propos. C'est un contemporain de Charles Le Chauve, avec les fils duquel il a d'ailleurs fait ses études, d'une étonnante longévité pour la période. Il vit 90 ans, de 840 à 930. Il compose, entre autres choses, c'est un grand musicien, il compose un Carmen mirabile, chant admirable, à la gloire de Charles Le Chauve, qui est empereur, et ce poème joue librement sur la calvitie de Charles Le Chauve. Comme il est quasiment impossible de donner une traduction satisfaisante, et vous allez voir pourquoi, dont ce poème, dont j'ai publié en 1985 les 15 strophes dans le numéro 20 de la revue Inuit, intitulé « Dans la nuit de l'Europe », je n'en lirai que la première. Carmina conviis queritus carpere calvos, conatus quecinit celebrantur carmine calvi conspicuo clari, Carmen cognoscite cuncti carmina clarisonae calvis cantate camoenae, et ainsi de suite. On croirait déjà entendre du latin de Goliard, ou latin de cuisine, comme disaient nos professeurs d'antan. Quoique ce latin soit particulièrement savant et raffiné. Il est surtout surprenant d'enregistrer comme l'accent d'intensité tombe systématiquement à l'initiale, avec cette récurrence du son « que » qu'on croirait déjà Picard. Donnais-je la traduction de cette strophe ? Oui, mais vous pardonnerez, il faudrait réfléchir longtemps avant de trouver cette pareille intensité consonantique. Muses harmonieuses, célébrez les chauves dans vos vers. J'entreprends d'exalter les chauves dans un poème digne d'eux et d'abaisser la tête de ceux qui portent une chevelure abondante et bouclée. Que les muses savantes chantent les hymnes retentissants, qu'elles célèbrent les chauves, qu'elles accablent d'outrage ceux qui, par un crime néfaste, poursuivent les chauves de leur déchirant sarcasme. Élevons jusqu'aux cieux la défense des chauves,
et réduisons au silence ceux qui, s'enorgueillissant d'une chevelure touffue, lancent leurs vers injurieux à la face des chauves. Chantons un harmonieux poème à la gloire des chauves. Vous pourrez offrir ce poème-là éventuellement si vous avez dans votre entourage des gens chauves. Autre cadeau de Noël. D'autres abbayes jouent un rôle tout aussi important sur ce territoire qualifié de Picard par la Sorbonne, d'après les critères de la Sorbonne. À Saint-Riquier, plus près de chez nous, Angilbert, qui vit hors mariage avec la fille de Charlemagne, Berthe, et porte le titre de comte de Ponthieu. Comte de Ponthieu. Fait une œuvre d'écrivain et de poète, et fait fabriquer à la gloire de l'empereur son beau-père un splendide évangéliaire, dont vous savez tous qu'il est aujourd'hui conservé à la bibliothèque d'Abbeville. C'est aussi à Saint-Riquier que Nithard, son fils d'Angilbert, comte de Ponthieu, lui aussi, composera en langue latine, à la demande de son cousin Charles le Chauve, 4 volumes d'histoire couvrant les années de guerre contre leur frère et oncle Lothaire, incluant le traité de Verdun ainsi que les serments de Strasbourg, 842, dont Nithard fut un acteur et peut-être même le rédacteur. Là, récemment mis en lumière, un colloque suscité par Anne Potier, la nouvelle directrice de l'abbaye, et couronné par des textes commandés au linguiste Bernard Cerchiglini et à l'écrivain Pascal Quignard, 3e cadeau possible, Les larmes, le titre, paru chez Grasset en 2016, il y a un mois à peine. Mais c'est surtout lent. Je reviendrai sur Saint-Riquier plus tard. Mais c'est surtout Laon. La splendide citadelle de Laon, vouée depuis toujours à la lumière, comme l'indique l'origine du nom, Lugdunum, autrement dit, citadelle de Lug, dieu celte de la lumière, l'un des plus rayonnants foyers philosophiques et littéraires de toute l'Europe, à l'époque carolingienne. Je deviens lyrique. Ce large plateau crayeux et sableux s'élevant à 180 mètres au-dessus du niveau de la mer continue d'exercer sur le voyageur qui l'approche en ligne droite depuis la Belgique au nord ou bien Paris au sud une puissance d'évocation incomparable dans tout le nord de la France. Comment se fait-il, se dit-on, une fois parvenu au fait, que ce trésor architectural et philosophique soit à ce point inexploité? Il faut assurément que le Moyen-Âge ait été éradiqué au plus profond de la sensibilité historique des Français pour susciter aussi peu d'enthousiasme. Pour moi, qui ai composé plusieurs odes déclaratives à la beauté de Laon dans plusieurs recueils, la structure géologique de la montagne, avec ses couches alternées de sable et de craie facilitant le phénomène géologique de capillarité par quoi l'eau monte au sommet, constitue déjà en soi une source d'émerveillement. Comprendre qu'une même continuité lumineuse relie la vénération des Celtes pour Lug, leur Apollon de la lumière, qu'elle continue à l'école philosophique de la lumière établie par Charles le Chauve, école philosophique de la lumière, établie par Charles le Chauve sur cette montagne au IXe siècle, puis à la très lumineuse cathédrale construite par l'évêque Gauthier de Mortagne entre 1155 et 1235, est un gage de quasi-sidération. Quand en plus, on ose approcher l'œuvre du plus grand philosophe du haut Moyen-Âge, appelé à sa cour par Charles le Chauve à Laon en 860, pour traduire un obscur manuscrit grec offert à Louis le Pieux, son père, le fils de Charlemagne. En 827, à Compiègne, toute la région est prise dans son filet, par le basileus de Byzance, Michel le Bègue, on s'engage dans une ascension philosophique qui trouve sa correspondance dans les escaliers conduisant de la plaine au sommet de Laon. Je ne sais pas si vous avez déjà pris les escaliers qui mènent de la plaine en bas jusqu'au sommet de Laon. C'est un paysage extraordinaire. Monter à Laon, degré par degré, ce ne peut être que sous la conduite de ce guide de haute montagne spirituelle que fut en effet Jean Scott Erigen. Sa pensée néoplatonicienne organise le monde comme un double mouvement de processio
processio, c'est-à-dire descente de la divinité jusque dans la réalité la plus humble, où les objets sont dits lumina, c'est-à-dire point de réflexion lumineuse. Il me revient en mémoire ce vers cité par le poète américain Ezra Pound, Quomodo omnia quae sunt, lumina sunt. Il s'adresse à son disciple et il lui dit, mais comment se fait-il, dis-moi un peu, comment se fait-il que toutes les choses qui existent, tout ce qui est quae sunt, sont des points de lumière, sont des points lumineux à partir desquels nous pouvons comprendre les choses, jusqu'à la plus humble des choses. Sa pensée néoplatonicienne organise le monde comme un double mouvement de processio, descente de la divinité jusque dans la réalité la plus humble, où les objets sont dits lumina, et de reditus, ou retour par la raison intelligente. Nous sommes au IXe siècle. Par la raison intelligente, à Dieu, par la science, jusque dans la nuit mystique de l'inconnaissable suprême, car il ne peut pas y avoir de face à face avec Dieu, selon Jean Scott. Je cite Jean Scott. « L'âme bienheureuse trouve Dieu à travers les théophanies, mais elle ne parvient pas à le trouver dans une contemplation de l'essence divine prise en elle-même. Je décerne le nom de théophanie aux formes apparitionnelles des existants sensibles et des existants intelligibles, dont l'ordre sériel et la beauté permettent de savoir que Dieu existe et permettent de le découvrir non point dans sa quiddité, dans son essence, mais seulement dans son existence. Car la nature même de Dieu ne rentre ni dans le champ du discours, ni dans le champ de l'entendement, car la lumière inaccessible excède tout entendement. » Soit une extraordinaire conjonction de théophanie et de théologie négative, d'analogie et d'anagogie, ayant fait dire au médiéviste Étienne Gilson qu'il s'agissait d'une véritable épopée métaphysique. L'un des rares hellénistes de son temps, ainsi qu'en témoignent ses commentaires sur l'évangile de Saint Jean, conservés à la bibliothèque municipale de la ville, Érigène, c'est un des endroits où il y a le plus de manuscrits carolingiens de toute beauté. Érigène s'est donc vu confier par Charles Le Chauve la traduction d'un philosophe syrien du VIe siècle, qu'on confondait alors avec Denis l'Aréopagite, l'Athénien converti, croit-on, au cours de ses voyages par saint Paul, et qu'on baptise désormais, pour tenir compte de l'erreur, pseudo-Denis, car c'est un philosophe syriaque du VIe siècle. C'est en traduisant et en commentant deux ouvrages de ce mystérieux auteur, la théologie mystique et la hiérarchie céleste, c'est le fondement de toute la mystique. Toute la mystique rhénane, de toute la mystique du Moyen-Âge, du XIVe, XVe siècle, Maître Eckhart et ainsi de suite, puise dans cet ouvrage, ces ouvrages extraordinaires, absolument extraordinaires. Que le philosophe irlandais, donc en puisant de ces ouvrages, qu'il a traduits du grec en latin, que le philosophe irlandais va édifier entre 862 et 866 sa propre œuvre théorique en 5 livres, intitulée De Divisione Naturae, de la division de la nature. Sous la forme, sa figure, à Jean Scott Érigène, est en train de monter de plus en plus. On se rend compte de l'immensité. C'est amusant parce on pourrait le comparer à la montagne de Lan. Il est la montagne de Lan philosophique dans un désert philosophique ou même théologique du IXe siècle. C'est quelque chose il faut faire attention à cela. Sous la forme d'un dialogue entre un maître et un élève. Plusieurs aspects de sa pensée novatrice se verront ultérieurement mis à l'index, et on va voir lesquels, comme son refus de croire à une punition éternelle pour les péchés. Il fallait le faire au IXe siècle. Refus de croire à une punition éternelle pour les péchés. Son quasi-panthéisme, c'est un panthéiste en quelque sorte, affirmant que toutes les créatures sont des manifestations de Dieu. Son insistance sur le rôle de la raison, qui pour lui a précédence sur l'autorité. Je ne veux pas dire que c'est un anarchiste, mais quasiment. Sans la raison, dit Érigène, pas d'autorité qui tienne. Sans la raison, pas d'autorité qui tienne. C'est fort. On sent sur ces points toute l'influence du christianisme irlandais, par opposition au christianisme romain.
Mais pourquoi un Irlandais à la cour de Charles le Chauve, se demande-t-on? Vous avez à Laon une rue qui s'appelle la rue des Scots irlandais. Parce que Laon se trouve déjà depuis 2 siècles sur le chemin des disciples de Colomban, déjà cités, venus évangéliser l'Europe depuis leurs îles lointaines et ayant fondé tout au long de cette route de célèbres monastères, Péronne, Luxeuil, Saint-Gall, Constance, soit aujourd'hui le trajet même suivi par l'autoroute A26 vers Dijon, la Suisse et l'Italie. Quand on va à Laon aussi, on se rend compte que les Anglais et les Irlandais et les Écossais, ils passent au-dessus de la Picardie, ils suivent cette route-là, ils vont vers l'Italie, la Suisse et l'Italie. Manifestement, le monde carolingien est ouvert sur les échanges. Alcuin, qui a dirigé l'école palatine d'Aix-la-Chapelle et promu une réforme de l'éducation carolingienne pour Charlemagne, ne provenait-il pas du Yorkshire? Le latin et, dans le cas exceptionnel de Jean Scott Érigène, le grec sont les véhicules de la culture dans le monde carolingien. Il n'est pas exagéré de décrire Laon à cette période comme le siège de la toute première Renaissance européenne. Je passe aux Normands, 9e, 10e siècle. Croisade et chansons de geste. Le déclin du pouvoir carolingien, qui aura duré 250 ans environ, se précipite autour des années 980. Le roi Louis V meurt au cours d'une partie de chasse en 987. Il n'a pas d'héritier. L'archevêque de Reims, Adalbéron, prononce à Senlis un discours dans lequel il recommande que le pouvoir échoie par élection au prince le plus apte à gouverner. Le trône ne s'acquiert pas par droit héréditaire, dit-il, et l'on ne doit mettre à la tête du royaume que celui qui se distingue non seulement par la noblesse corporelle, mais encore par des qualités d'esprit. C'est le portrait tout craché du roi chevalier Hugues Capet, dont le frère est duc de Bourgogne, les 2 beaux-frères, duc de Normandie et duc d'Aquitaine. Le 1er juin 987, Hugues Capet est élu roi. Résistance immédiate des Lotharingiens, des hommes de l'Est. Pour ne pas se les aliéner diplomatiquement, Hugues fait nommer l'un des leurs, Arnoul, archevêque de Reims, qui complote aussitôt avec Charles de Lorraine et lui livre la ville de Reims. Hugues assiège Laon, s'empare de la ville, enferme Charles. En fait, le rayonnement culturel de la ville de Laon ne diminuera jamais vraiment. Il se transformera. À la brillante école palatine royale instituée par Charles le Chauve succédera la non moins brillante école cathédrale attirant des étudiants venus de l'Europe entière suivre le magistère de 2 théologiens locaux, Anselme et son frère Raoul, issus du modeste milieu paysan. Rappelons que Laon est à l'époque l'une des grandes capitales viticoles, dont le versant exposé au sud et au soleil, qu'on appelle aujourd'hui la cuve, porte encore témoignage. De violents conflits opposent les remuants vignerons, alors eux, ce sont des anards, à l'évêque de la ville, Gaudry, qu'ils assassinent, instaurant l'une des toutes premières communes françaises. Ayant eu rôle d'apaisement en l'occurrence, Anselme fait dispenser à Laon un enseignement des 7 arts libéraux en 2 cycles successifs nommés Trivium et Quadrivium. Je vous exhorte à cet égard, ça ne sera pas la première exhortation, à vous rendre à la cathédrale édifiée entre 1155 et 1235 sur les plans de Gauthier de Mortagne, un Tournésien, habitant originaire de Tournai, successeur de Raoul à la tête de l'école cathédrale, puis évêque de la ville. Dans cette cathédrale, vous admirerez, je fais le guide touristique, le magnifique vitrail réalisé, et vous allez voir que j'ai de l'intérêt dans l'histoire, magnifique vitrail réalisé et installé dans le transept nord par le maître verrier Pierre d'Arras en 1180. Cette première rose connue, dite rose des arts libéraux, représente 7 disciplines plus une, la médecine, dans un étourdissant jeu de cercles, ou oculi, comme on les désigne, organisé suivant le schéma d'une grande corolle ouverte à 8 pétales.
Ce sont pour le trivium la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Pour le quadrivium, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Dans leur enseignement, Anselme est le théologien des deux frères, Raoul le mathématicien. Ce dernier écrit un traité sur la table à calcul, qu'on appelle l'abaque. Et il est le premier dans l'enseignement occidental à faire usage systématique du zéro. Anselme, quant à lui, se distingue par ses gloses ou commentaires sur l'Évangile. Voici un très bref exemple de ces gloses. Je le cite. Dans l'assemblée de l'Église, il y a des serfs, des mercenaires et des fils. Sont serfs ceux qui servent par crainte, mercenaires pour un salaire, fils par amour. C'est cet enseignement moralisateur que vient perturber en 1112 un étudiant contestataire du nom de Abélard. Il s'en prend à cet enseignement par glose qu'il juge désuet et stérile. Voici comment Abélard fait le portrait d'Anselme. Je m'approchais du vieillard dont la réputation était due plus à la routine qu'à l'intelligence et à la mémoire. À une question posée d'une manière mal assurée, il répondait encore plus mal assuré. Admirable aux yeux de ceux qui l'adulaient, il était nul face à l'interrogation du questionneur. Abélard avait la dent extrêmement acérée. C'est un logicien, un dialecticien que l'on considérera comme l'inspirateur de la scolastique, outre la fameuse histoire d'Héloïse et d'Abélard, laquelle rencontrera à son tour ses critiques à la Renaissance. Mais ceci est une autre histoire. Car, événement politique principal, et j'arrive tout près d'une lecture, cette société déjà affaiblie par les problèmes de succession doit répondre à d'autres urgences plus pressantes, dont celle de se défendre contre des attaques barbares. En conséquence de quoi elle se militarise et se hiérarchise pour donner ce qu'on appellera la société féodale. La plus pressante des réponses à apporter est aux Normands, ces marins scandinaves venus du nord à bord de leurs dracars, dont les cibles toutes désignées sont les abbayes chrétiennes, riches en manuscrits et trésors de toutes sortes, au premier rang desquels Saint-Amand-les-Eaux, brûlés et pillés, ainsi que Saint-Riquier, en 881. Une armée de Danois venus d'Angleterre, qui, disent les textes, avaient hiverné à Gand, ravage ces ternels-là, le Ponthieu et le Vimeux, brûle le monastère de Centulle avant de se faire battre à Saucourt, en Vimeux, par Louis III, roi de la France occidentale. Cette victoire de Saucourt a inspiré le Ludwigslied, poème en dialectique francique rhénan, qui, je le rappelle, figure dans le même manuscrit que les deux poèmes dédiés à Sainte-Eulalie, et dont j'avais confié la traduction à Pierre et Ilse Garnier dans le numéro 17 de la revue. Inuit, les Picards sont picaresques, paru en 1981. Non, pas en 981, quand même. Vous avez rectifié de vous-même, quand même, là. Mais emporté que je suis par mes dates, outre le fait d'avoir provoqué l'écriture du poème en question, l'attaque normande sur Saint-Riquier a dû laisser des traces profondes dans les mémoires, pour qu'elle ait donné naissance à l'une des toutes premières chansons de geste du répertoire franc ou français. Il s'agit de la chanson dite Gormont et Isambard, du nom des deux protagonistes, dont il ne reste aujourd'hui que 600 vers, consignés dans un manuscrit de la Bibliothèque royale de Bruxelles, qui est une transcription du XIIIe siècle par un scribe sans doute anglo-normand. L'on sait d'ailleurs, par la chronique de l'historien de Saint-Riquier, Ariulf, que le dit poème était chanté et récité dans cette abbaye. C'est l'une des toutes premières chansons de geste, et du même coup, quoique les spécialistes ne semblent jamais insister sur ce fait, l'un des tout premiers textes en langue vernaculaire ou français d'Oyle. Sa datation est estimée au premier tiers, donc 1100 et quelques, du XIIe siècle. Comme il n'en existe pas à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, beaucoup de traductions, voici un fragment traduit par mes soins que j'ai librement intitulé « La bataille de Cailleux ». C'est Cailleux qui est mentionné dans le texte. Alors là, il faut lire selon ce qu'on a reconstitué,
c'est presque une forme de psalmodie. Alors moi qui ai toujours des accents un peu violents, il faut que je baisse la voix. J'ai traduit ça en octosyllabes. Toute la poésie médiévale, pratiquement toute la poésie médiévale, chansons de geste, théâtre, poésie lyrique, du nord de la France, tout est en octosyllabes. L'octosyllabe et pas l'alexandrin, qui pour moi un vers de cour, un vers versaillais, est là le rythme profond de cette poésie-là. Dessus cailleux, dans la campagne, il y eut combat fort et violent. Voici venir le comte de Flandre à tout de bride dessus la lande. Il voit Gormont, l'homme d'Orient, il cogne très fort contre son écu. D'un bord à l'autre, il l'a fendu. Son haubert blanc a déchiré, sans dans la chair pouvoir entrer. Gormont lui lance un javelot qui va sifflant dessus la lande, au travers du corps le frappant. Tombe le corps, l'âme s'en va, et Gormont dit, homme d'Orient, voici pour vous, folles gens de France, qui espéraient folles espérances, quand sur moi vous dressez vos lances, je ne veux pas qu'un seul s'en vante. Quand il a tué le bon vassal, l'arrière enfourche son cheval, puis met avant son étendard, et d'un bouclier il s'empare. Combat féroce sur le champ, voici le champenois et Odon, qui est seigneur de Chartres et Blois, château Landon en Gâtinais, assis sur son arape destrier. Il va férir le roi Gormont de son écu, tranche l'émail noir. Du blanc Aubert coupe l'émail, mais il ne peut atteindre la chair. Il tire sa lame de Cologne, lui donne 3 coups sur le haume qui contre lui le font tomber. Il l'eût quasiment tué pour vrai. Un Irlandais lui lance des traits, tuant sous lui son cheval mort. Ah, dit Gormont, vous voilà mal. Eussez mieux fait d'être à Étampes. Venez de perdre votre cheval, allez devoir rester chez moi et prendre hôtel dans la bruyère. Sur quoi lui lance tout droit un dard. Dieu le sauva pour cette fois. Le dard ne put atteindre la chair. Il fait aussitôt demi-tour. Combat féroce, combat mortel, car la bataille est générale. Voici le comte de Poitou. Sur des striés de blanc pommelés, il voit Gormont tout près du puits. S'il ne va pas jouter vers lui, il se jugera insensé. Il pique son cheval par les flancs tant qu'il en fait voler le sang. Contre Gormont, il va jouter, le frappe sur son écu rayé tant il le frappe qu'il l'a cassé. Aubert rompu, détérioré, il n'arrive pas à le blesser. Gormont tire l'âme de son épée. Par la ceinture l'a découpé. Le meilleur roi, le plus vaillant, chez les païens, en s'écriant « Vous êtes fini totalement, n'aurez votre Dieu pour garant !» On imagine le plaisir de l'assistance à écouter cette évocation de combat en vers octosyllabiques courts, bref, comme des coups de lame, rythmant la narration d'une succession de combats singuliers entre chevaliers. Le retour des mêmes formules, le petit refrain intermédiaire, les scènes qui se succèdent et se ressemblent avec de légères modulations, tout est fait quasiment pour hypnotiser l'auditeur. Il faut imaginer cette chanson psalmodiée. Je lui ai donné beaucoup trop d'accent. Psalmodiée d'une voix monocorde, comme était alors la coutume, tel un récitatif de chant grégorien. Qu'importe l'origine des chansons de geste, qu'elles étaient ou non suscitées par les monastères, écrites sur le chemin des pèlerinages, qu'importe en fait leur provenance, ce sont là des questions pour spécialistes. Demeure qu'elles devaient faire le bonheur des seigneurs et des jeunes apprentis chevaliers, j'imagine, les jeunes apprentis chevaliers, drogués quasiment à l'énumération de ces chocs, dont certains les connaissaient par cœur, les chansons. Matière plus brute, plus brutale que les romans de chevalerie qui, à la même époque, diffusent, surtout dans le monde occitan et anglo-normand. J'ai le sentiment, moi, que les chansons de geste sont essentiellement une affaire des gens du Nord, au sens large du terme. Un climat d'amour courtois, par opposition justement au climat d'amour courtois de la poésie et même des romans de Chrétien de Troyes, les héritiers d'Aliénor d'Aquitaine et de Guillaume d'Aquitaine. Un climat d'amour courtois exaltant les relations d'amour et d'admiration envers les dames. Ces récits masculins, violents, sont destinés aux jeunes guerriers. Ce sont des récits de service militaire. Ce seront bientôt des récits d'embrigadement pour la croisade. Il est d'ailleurs stupéfiant de voir comment ces chansons de geste vont bientôt préparer la population masculine.
seigneurs et vassaux aux croisades en Orient. Par une confusion volontaire du récit, l'ennemi normand est confondu avec l'ennemi sarrasin. Je trouve qu'on n'a vraiment pas insisté suffisamment sur cette fête. C'est absolument ahurissant. Gormont est un roi scandinave venu d'Angleterre que le récit ne cesse de qualifier comme sarrasin. C'est pour le moins troublant de voir contracter les deux ennemis en un seul. Comment reconstituer la trame de l'histoire à partir de ces seuls 600 vers ? Il semble qu'Isambard, jeune noble originaire du Ponthieu ou du Vimeux, neveu du roi Louis III, celui qui a battu les Normands, ait dû trouver refuge en Angleterre pour s'être opposé à ce dernier et se soit mis au service de Gormont, païen sarrasin. Il devra se racheter par son combat et mourir en chrétien. On ne sait rien sur les auteurs de ces chansons de geste, rien. Comme le reconnaît François Suard, un spécialiste, dans son tout récent guide de la chanson de geste, date champion 2011. La question des origines de la chanson de geste paraît devoir échapper à jamais à nos prises, dans la mesure où le chant épique, parce qu'il appartient au départ au registre de l'oral, est essentiellement malléable et ne peut être saisi qu'à partir du moment où l'écrit en fixe une ou plusieurs versions. C'est tout juste si l'auteur du guide reconnaît au détour d'une phrase ce qui nous apparaît à nous comme insensé, à savoir que la chanson de geste est la première forme littéraire échappant à la tutelle du latin. La plus célèbre, la plus poétiquement belle, la chanson de Roland, découverte à Oxford en manuscrit au XIXe siècle, fait plusieurs fois référence à Charlemagne et à Roland en lien avec la ville de Laon. Voici au vers 2019 ce que Charlemagne, revenu de son évanouissement, dit le poème, devant le cadavre de son neveu Roland, prononce dans son affliction. « Ami Roland, je m'en irai en France, quand je serai en ma cambre de Laon, ça veut dire en mon domaine. Viendront hommes étrangers de plusieurs règnes qui me demanderont « Où est le comte capitaine ?» Je leur dirai qu'il est mort en Espagne. En grande douleur dirigerai désormais mon royaume, jamais n'y aura jour que ne pleure ni ne me plaigne. Dans cette chanson de Roland, comme dans d'autres célèbres chansons, la chanson des Aliscans en particulier, Laon apparaît la ville centrale de la chrétienté carolingienne. Ce fut la résidence royale du père de Charlemagne, Pépin. La légende rapporte que Charlemagne aurait été conçu à Laon, où il joua enfant avec son frère Carloman. Cependant que son neveu Roland semble avoir été lui aussi lié à la ville. Qui furent ces auteurs des chansons de geste ? Des hommes du Nord ? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup de Flamands, beaucoup d'Ennuyés du Hainaut, beaucoup de Picards vont prendre part à ces croisades sous l'action successive du pape Urbain II, prêchant au concile de Clermont en 1095, ou de Bernard de Clairvaux, lançant les chevaliers dans la deuxième croisade depuis les hauteurs de Vézelay en 1146. Ressuscitons brièvement ici la figure de Pierre l'Ermite. Je me suis trompé de rue et je suis tombé dans la rue Pierre l'Ermite tout à l'heure, tout près du théâtre. Avez-vous déjà bien regardé cette statue qu'on voit au chevet de la cathédrale d'Amiens, brandissant la croix comme un glaive, dans une sorte de folie ou d'ivresse, plutôt inappropriée pour une statue? Qui est ce Pierre de Pierre, parfois appelé Pierre d'Amiens? On ne sait pas très bien, quoiqu'on lui attribue une double origine, auvergnate et picarde. Redoutable. C'est l'un de ces fous de Dieu enflammés par la prédication d'Urbain II, dont ses propres prédications vont embarquer derrière lui une foule de 15 000 pèlerins, ce qu'on appelle la croisade des innocents, à qui il fait traverser l'Europe à pied, bien sûr, en 1096, depuis Cologne, en suivant le cours du Danube. Ses troupes se font massacrer par le sultan. Il repart avec 3000 survivants à Constantinople, où il se joint à la croisade des barons en 1097, et, image légendaire mais extraordinaire et qui semble être véritable, et il apparaît une dernière fois sur le mont des Oliviers. À la veille du sac de Jérusalem, en 1099, voit le tableau d'Eugène Delacroix, haranguant la foule des croisés avant de disparaître à jamais.
Moins énigmatique, plus prestigieux, il y aura Baudouin VI de Flandre et du Hainaut, couronné empereur latin de Constantinople, sous le titre de Baudouin Ier, en 1204-1205, suivi par Baudouin II, dernier empereur latin de Constantinople, entre 1228 et 1261. Il y aura surtout, intéressant à plus d'un chef, un autre Picard, répondant au nom de Philippe de Mézières. Je suis sûr que vous ne le connaissez pas, celui-là, dont le spécialiste des croisades, Alphonse Dupron, parle dans son premier volume, autre cadeau possible, Le mythe des croisades, Gallimard, 1997. C'est un croisé du déclin de la présence chrétienne en Orient, qui écrit en 1389 Le songe du vieux pèlerin, le songe du vieil pèlerin, ouvrage d'initiation destiné au jeune roi Charles VI. Mézières, d'où il tire son origine, est Mézières en Santerre. Il y naît dans une famille de petite noblesse de 12 enfants. Quittant le château à 20 ans pour se lancer vers Jérusalem, nourri des légendes de Pierre l'Ermite et de Godefroy de Bouillon, il poursuivra toute sa vie un rêve de chevalerie que je qualifie de quichotesque ou don quichotesque, qu'il partagera pendant plus de 20 ans avec le comte Pierre de Lusignan, futur souverain du royaume de Chypre, puis roi de Jérusalem. Après de nombreuses itinérances, le vieux pèlerin servira pendant 10 ans jusqu'à sa mort le roi Charles V, puis se retirera au couvent des Célestins à Paris, d'où il ne cessera de combattre pour la paix entre chrétiens, pour la fin du schisme d'Avignon et pour l'ordre de la Passion qu'il a créé avant de s'éteindre en 1405 à l'orée du XVe siècle. Il écrit donc Le songe du vieux pèlerin, qui est un ouvrage de 1000 pages, composé sur le mode de l'allégorie rendue populaire par Guillaume de Loris et Jean de Meun dans leur roman de la Rose entre 1230 et 1270. Entré dans une chapelle, le vieux pèlerin fait un songe où Dame Providence l'exhorte à soumettre la foi chrétienne à une alchimie purificatrice de la fausse monnaie. S'ensuit un voyage à travers l'Europe en compagnie de Dame Vérité, Dame Charité et Dame Sapience. Voici un extrait du discours de la reine Dame Vérité, s'adressant au jeune Faucon, c'est-à-dire le jeune Charles VI, le dauphin, dont elle fait l'éducation. Je n'en cite que 4 lignes, simplement pour vous montrer. Il y avait un chevalier dans la région de Picardie qui disait à ses enfants de façon proverbiale « Apprenez à dire la vérité si souvent que lorsque la nécessité vous obligera à mentir, on croit que vous dites la vérité. » Et bien que ce proverbe soit communément accepté, dit la reine, car mentir en cas de nécessité n'est pas trop grand péché, cependant je ne l'approuve pas. Je quitte ce monde de la croisade qui est absolument passionnant. Je ne comprends pas qu'on ne le ressuscite pas d'une certaine façon ou qu'on fasse semblant de s'en désintéresser dans les situations actuelles. Dans le fond, d'une certaine manière, nous n'en avons pas fini avec la croisade. Et alors, contrepoint quand même assez joyeux, Arras. Irruption de la société commerçante, laïque et profane dans l'ordre de la féodalité religieuse. L'Artois contre la Picardie. Tout le monde aime les chansons de geste, mais Dieu merci, tout le monde ne part pas à la croisade. L'alliance de la chevalerie féodale et de la chrétienté se voit progressivement concurrencée par le développement rapide des sociétés commerçantes, qui profitent justement des échanges avec la Méditerranée et l'Orient. Le XIIIe siècle, prélude à la naissance de la bourgeoisie, autrement dit, la population des bourgs, commerçants et artisans. Là où l'an du IXe au XIIe siècle avait pu servir de modèle à la chrétienté philosophique et littéraire, Arras va inventer, au nord de l'Europe et pour toute la durée du XIIIe siècle, le modèle de la cité banquière, artisanale et communale. Le foyer arageois apparaît vite comme le lieu d'une inouïe explosion dont personne à ce jour, c'est une nouvelle surprise pour le chercheur, n'a encore su dire l'inimaginable nouveauté. Le meilleur connaisseur de la ville, Roger Berger, déjà cité, déplore en 1981 que l'histoire d'Arras, je le cite, soit encore à faire. Arras s'est vu, pour ainsi dire, intégré dans le récit des villes hanséatiques européennes, nordiques ou italiennes, surgit quasiment en même temps.
Elle passe pour l'une parmi d'autres, indépendamment de son originalité, comme le montrent les sommes panoramiques du style de Fernand Braudel, par exemple. Or, je vous assure que j'ai lu beaucoup de livres depuis de nombreuses années la concernant, et je puis vous assurer calmement avec Roger Berger qu'Arras attend toujours son historien, souhaitant que les mots qui vont suivre le réveillent. C'est une véritable explosion sociale et matérielle qui surgit dans cette vieille cité au XIIIe siècle. Vieille, car Arras a une histoire ancienne. C'est peut-être même la ville la plus ancienne de tout le Nord. Sous le nom de Nemetacum, elle est célèbre à l'époque impériale romaine, pour ses tissus déjà, qui s'exportent dans le monde entier. Elle est détruite par les Germains dans les années 400, elle entre en sommeil, pour ne se réveiller qu'avec la création de l'abbaye de Saint-Vaast, en 667, le saint qui, selon la légende, aurait libéré la ville d'Arras des ravages d'un ours. 100 ans plus tard, l'abbaye brûle, Charlemagne la fait reconstruire, la ville devient la résidence favorite des comtes de Flandre, déjà, au Xe siècle, mais exposée à la menace normande, elle ne se développe que timidement. Pour comprendre son futur développement, il faut, selon moi, se promener dans la ville d'aujourd'hui, sur l'espace d'un dimanche, par exemple. Longtemps, j'ai cru connaître Arras, mais ce n'est que récemment que j'ai compris au sol son histoire. Lorsqu'on arrive de la mer par l'ouest, suivant la désormais large route à 4 voies depuis Montreuil-sur-Mer, on atteint d'abord la cité, où l'on ne s'attarde pas, pressé qu'on est d'aller aux grandes places. Erreur. La cité occupe l'emplacement de la première ville romaine et l'espace où l'on construit la cathédrale Notre-Dame en la cité, 1161, la ville venant tout juste de recouvrer son évêché précédemment rattaché à Cambrai. De tout cela, il n'y a presque plus de traces, la cathédrale ayant été démantelée par la Révolution. C'est la cité de Robespierre, bien sûr. Nous y viendrons un autre jour. Quittant la cité, on plonge sur la petite rivière dite Crinchon, bizarre comme nom de rivière, qu'on traverse sans même s'en rendre compte, avant de remonter sur l'autre versant où se trouvent les 2 splendides places qu'on est venu voir. Il y a un magnifique marché de Noël sur la Grand Place en ce moment. Sur le côté nord de ces places, légèrement en contrebas, dominant le port, précisément là où le Crinchon rejoint la Scarpe, se dresse l'abbaye de Saint-Vaast, dont il ne reste que les bâtiments du XVIIIe siècle, le lieu abritant aujourd'hui le musée et la bibliothèque. Toute l'histoire d'Arras, sondée par l'abbé Le Stocquois et Roger Berger, sans avoir jamais été synthétisée par l'un ou l'autre, tient dans le contraste entre les 2 rives du Crinchon. La cité sur son éminence, l'abbaye sur la sienne, soit 2 juridictions au XIIe et XIIIe siècle. Les citoyens, les familles patriciennes, mais aussi écrivains et poètes, vont jouer à tous les sens du terme. Arras est la ville du jeu, particulièrement du jeu littéraire et du jeu théâtral. C'est à Arras que s'invente le théâtre moderne en langue vernaculaire, autrement dit en langue d'Oïl. Cette version profane du théâtre est portée par 2 génies littéraires. Le premier se nomme Jean Baudel. C'est un jongleur dont on ne connaît ni les dates de naissance ni celles de la mort. Pure supposition, peut-être est-il mort vers 1210. Il compose la première pièce du théâtre français, le Jeu de Saint-Nicolas, dans lequel il juxtapose génialement, sur 2 plans parallèles, la vie d'une taverne arageoise et sur l'autre, la mort de croisés massacrés par un chef musulman. Les extraordinaires résonances avec notre monde de ce début du XXIe siècle, jusque dans la simultanéité des actions, des lieux et des théâtres d'opération, me font me demander comment il se fait, l'ignorance sans doute, que personne n'ait ressuscité cette pièce. L'étonnante conjugaison par Baudel des 2 actions, l'une en Terre Sainte, l'autre dans une taverne arageoise, l'une dramatique, l'autre comique, dans un climat d'osmose réciproque, jette les bases du mélange des genres qui trouvera son sommet dans le théâtre de Shakespeare. Voici un court extrait de la pièce, le Jeu de Saint-Nicolas, dans laquelle un roi sarrasin, simplement nommé le roi, voit ses troupes faire prisonnier un chrétien nommé le prud'homme, l'homme sage ou le saint homme, en prière dans une chapelle devant la statue de Saint-Nicolas.
Le roi fait immédiatement emprisonner le prud'homme et fait placer sur son trésor la statue de Saint Nicolas devant laquelle cet homme priait. Si quelque chose arrive à ce trésor, dit le roi, autrement dit, si la statue de Saint Nicolas est inopérante, il fera immédiatement exécuter le prud'homme. Or, il se trouve justement que dans la taverne d'à côté, une bande de larrons connaît l'existence du trésor. Dans la taverne où ils sont attablés, en train de jouer au dé, une très longue scène, ils promettent à l'aubergiste de bientôt repayer leurs dettes de vin et de bière grâce au trésor qu'ils vont voler. Colère du roi découvrant qu'il est pillé, le roi fait comparaître le prud'homme, menace de le mettre à mort, ce dernier le supplie de lui accorder un délai d'une nuit, au cours de laquelle intervient en personne le brave et bon Saint Nicolas, lequel réveille les larrons, leur fait restituer le trésor, libère le prud'homme et obtient du roi qu'il répudie Mahomet pour se convertir au christianisme. Quelle morale en tirer ? Que les larrons, en fin de compte, ne contribuent pas moins que les croisés, quoique de manière moins violente qu'eux, à convertir les païens au christianisme. Ces larrons répondant au nom comique de rasoir, cliquet et pince-dé, on précisera que le crieur de la ville s'appelle Connard, sont de vrais personnages de bande dessinée, des pieds nickelés avant la lettre. Cliquez. La nuit est déjà fort avancée. Il est l'heure de partir à la brune. Voici que s'est éclipsée la lune. Ici, nous perdons notre temps. Rasoir à l'aubergiste. Or ça, hôtelier, aidez-nous. Nous vous devons quelques sous que nous allons gagner ailleurs. Ce sera une énorme conquête, car nous prendrons tout d'un coup, là où l'on sait qu'est le trésor, d'énormes plats d'argent et d'or. Chacun devra charger son coût. Je vais passer marcher avec vous, si excellent que n'en fîtes tel, par quoi dedans votre hôtel serait receleur de nos gains, de sorte qu'étant notre copain, diviserait les lots de chacun et ainsi gagnerait nos échos. Plus besoin d'avoir peur du même coup, l'aubergiste. Puis-je donc être bien sûr de ce que Rasoir me compte ? Cliquez. Sire, pourvu que Dieu me garde de honte, de la malchance ou la prison, que l'on nous prenne sur l'occasion, que nous ne soyons pas tous pendus, tout vous sera fort bien rendu. Vous aurez de l'or fin, plein un bac. Mais d'abord, prêtez-nous un sac, où nous mettrons tout notre avoir. L'aubergiste. Caignet, fais-leur avoir un sac. S'il plaît à Dieu, ils le paieront. Caignet présentant un sac à Cliquet. Tiens, Cliquet, ce sac contient 2 mancous. Mesure de grain pour les blés à Douai. Allez, que Dieu vous ramène tous, pince-dé. Adieu, hôtelier, priez pour nous, que notre affaire cette nuit bien advienne. L'aubergiste. Oui, dame, messieurs, Dieu s'en souvienne. Rasoir. Pince-dé, toi qui sais tout de l'art, va vite en cachette de notre part épier si le roi dort. Pince-dé va épier le camp du roi et revient. À la manœuvre, fils de putain, larron! Oui, le roi d'or et son baron, aussi ferme que s'ils fussent tous morts. Rasoir fouillant dans le trésor. Cliquez, il méprisait son capital, celui qui à ce coquin royal a confié tout son trésor. Cliquez, Rasoir, prends ce bon écrin pesant, car ce sont autant de besants. Monnaie d'or byzantine. Rasoir, diable vif comme ça pèse, pince-dé, amène le sac plus près, cet écrin pèse comme du grès, s'en faut de peu qu'il ne me crève. Pince-dé, aidé de ses compagnons, charge le sac sur ses épaules. Jette-moi séant toute la charge, je ne tiens pas de laisser l'écrin, j'aimerais mieux y laisser ma peau, je veux mettre ma force à l'épreuve, ni ne veux qu'autre que moi l'emporte, chargez-le sur moi, s'il vous importe. Rasoir, bien, nous t'aiderons tout le long du chemin, Cliquez. Allons, mettons-nous en route, puisque tout semble se passer bien, Rasoir. Ouvrez-nous, l'hôtelier. Nous ne sommes pas ici pour vous abuser. Votre sac vous revient tout plein. C'est, on dirait une bande dessinée, quoi. C'est, d'ailleurs, la bande dessinée est bien originaire de Belgique, mais enfin, bon.
Il semble que Jean Baudel ait sérieusement eu le projet de partir lui-même pour la croisade. Il est l'auteur à ce propos d'une chanson de geste, la chanson des Saxons, la chanson des scènes de plus de 7800 vers, où il met en scène un roi saxon qui croit à Mahomet. Là aussi, où l'on voit, comme déjà constaté dans Gormont-Isambert, la surprenante superposition des gestes carolingiennes et des croisades, visant à légitimer les croisés dans leur reprise et poursuite de la tâche inaugurée par Charlemagne. Beaucoup plus modestement et humainement, on sait que Jean Baudel, atteint par la lèpre, devra surseoir à son ambition de croiser et se retirer dans une ladrerie, une léproserie de la banlieue d'Arras. À l'occasion de quoi il écrira, 2 bons siècles avant Villon, le premier congé testamentaire de toute la littérature française. C'est un vrai lépreux qui parle et qui se désole de sa maladie. Souffrances qui sur mon cœur dévalent, me font visage meurtri et pâle, me font abattu devenir avant que je trousse ma malle. Dites-moi, concernant Vibert de la Salle, prendrai-je congé sans revenir ? Il me faut chaque jour, sans faillir, de son noble corps me souvenir qui n'a tumeur osseuse ni cale, mais que soit fait pour moi autrement, puisque ne puis plus m'asseoir à sa table entre corps saint qui lépreux suis. Vastuche Dieu, en toute voie, vôtre je suis où que je sois, jamais ne vous trouvez mal disposé. Eussé-je été en la croisade où je ne devais pas aller, j'eusse peut-être été mieux avec vous. Mais j'ai fait mon propre pèlerinage, Dieu m'a défendu la traversée dont j'avais la volonté. Je l'en tiens néanmoins pour sage, mort et j'en ai reçu le message, le sarrasin que je haïssais. Robert Cossu, le cœur navré, je vous recommande à Dieu et Maillu, car la décision j'ai prise de vous comme des autres m'écarter. Pour que le siècle ne voie mon lieu, je vais jouer à me cacher. Aussi vite comme monte à rang princier, aussi vite soit-il en servage, aussi vite changeons-nous, sire pour suif. Comme j'étais en haut de la roue, où j'avais fait tous mes enjeux, il m'a fallu perdre le jeu. Plus étonnamment génial encore, vrai moderne des modernes, dans ses intuitions artistiques, aussi grand musicien que poète subtil, surgit au milieu de la place arageoise, dominant la foule de ses contemporains, la figure d'Adam de la Halle, dit le bossu d'Arras. J'ai de la tendresse pour lui. Je n'ai cessé d'écrire sur lui, m'adressant à lui au-delà des siècles, comme s'il était mon frère. Je sens constamment sa présence à mes côtés. Il est une inspiration vivante. Et si j'ai entrepris ce projet un peu fou que je suis en train de vous faire partager, c'est bien en partie pour lui rendre justice. Adam est indissociable de la ville qui vit et se développe autour de lui. C'est une mine de renseignements pour les historiens, tant il a transposé directement la réalité socio-économique arageoise de son temps dans son théâtre. Arras, au milieu du XIIIe siècle, est une ville d'un peu moins de 30 000 habitants, soit presque la population d'aujourd'hui. Aussi prospère alors que Gênes ou que Florence. Son économie s'est développée autour de l'industrie du drap et des tissus traités par l'eau du Crinchon, exportés sur la Scarpe et l'Escaut, soumise à la teinture rouge de la Garance. J'aime particulièrement bien ce contraste du rouge Garance arageois et du bleu de Guedes amiénois, rouge contre bleu. Mais sa richesse provient aussi et surtout de ses banquiers, les Louchards, les Crespins, les Wagons, on les connaît, on connaît tous leurs noms, qui prêtent à d'aussi gros créanciers que le roi d'Angleterre. Ils prêtent à 8%, à 10%, à usure, comme le condamnera l'Église. C'est très rapidement formé une famille de patriciens locaux, confisquant par cooptation les rôles de mailleurs et d'échevins dans une fusion de la finance, de l'économie et de la politique qui ressemble diablement à nos sociétés contemporaines. Plus original, totalement original. Cette société a vu l'émergence d'une corporation d'écrivains en langue vernaculaire, la première de son état dans tout l'Occident, regroupée sous forme d'une association, certains diraient d'un syndicat, affichant un principe de solidarité. Elle s'est nommée la carité, la charité, des jongleurs et des bourgeois.
On n'a jamais rien vu de tel ailleurs. Les statuts le précisent, c'est la seule fois où les poètes auront un rôle au-dessus de la société. Les statuts le précisent, je cite, « Sur les jongleurs, il n'est aucune seigneurie ». Est-ce à dire qu'ils sont au-dessus des lois, des juridictions ? Un grand registre, nommé nécrologe, tenu de 1194 à 1361, dépouillé par le chercheur Roger Berger, présente une suite de 11 300 noms de jongleurs et de bourgeois. Chaque ligne correspondant en principe, dit Berger, à un décès et à la perception du droit fixe d'un denier. Parallèlement à cette confrérie existe une société littéraire dite Puits Notre-Dame, puis du latin podium. Académie locale, n'accueillant en son sein que des patriciens et des poètes, dont l'une des fonctions est d'élire chaque 1er mai un prince des poètes, lequel doit être riche parce qu'il doit organiser des banquets partout et des représentations dramatiques. Il faut imaginer Adam de la Halle dans ce contexte, et cela est d'autant plus facile pour qui se promène aujourd'hui sur les 2 places d'Arras, la petite place dite place des héros, alors place du marché, la grande place dite place d'armes, avec leurs pignons flamands, les maisons sont en bois à l'époque, et leurs tavernes. Ces places n'ont pas bougé dans leur rôle et leur surface. C'est sur la petite place que le 3 juin 1276, on est presque sûr de la date, nous dit le médiéviste Jean Dufournet, est représenté sous le patronage de la Carité des jongleurs et des bourgeois le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle, la pièce la plus moderne qui soit de tout le Moyen-Âge. On ne peut imaginer qu'une seule et unique représentation. Pourquoi ? Parce qu'Adam conçoit avec cette pièce une sorte d'improvisation libre, mettant en scène des personnages de son propre entourage, à commencer par son père et lui-même. Soit une rêverie nonchalante et désinvolte, une revue, dirait-on, en pays anglo-saxon, qui annonce les comédies de Shakespeare, La Nuit des Rois, Twelfth Night, voire Pirandello, 6 personnages en quête d'auteur. Il n'y a pour ainsi dire pas d'action, mais une gigantesque illusion d'action, où chacun poursuit ses propres obsessions sur fond de toile urbaine, vis-à-vis de laquelle Adam prend ses distances. Dans le jeu de la feuillée, Adam prend congé de sa ville, comme il le fera, on le sait, dans la réalité. Il dit adieu à cette société matérielle désœuvrée, cupide et sans but sérieux, où le personnage le plus symbolique est celui d'un fou. On l'appelle le Dervé, complètement hors sujet. Voici la scène du médecin faisant ses consultations sur la place publique. Henri, le père d'Adam. « Docteur, qu'est-ce que c'est que cette grosseur ? Connaissez-vous cette maladie ?» Le docteur. « Bonhomme, as-tu un urinal ?» Henri. « Mais oui, mais oh, il en voici un. » Le docteur. « As-tu fait ton urine à jeun ?» Henri. « Oui. » Le docteur. « Bon, prions que Dieu nous aide. » Tu souffres du mal de Saint-Liénard, brave homme. Pas besoin de plus d'art. Henri. Est-ce qu'il faudra que je m'alite ? Le docteur. Ni notalite, ni notalette. J'en ai 3 autres dans cette ville qui sont aussi malades que toi. Ah, et qui sont-ils ? Jean d'Hauteville, Guillaume Wagon, ce sont des noms de banquiers. Jean d'Hauteville, Guillaume Wagon, quant au 3e, il a pour nom Adam l'Entier. Tous sont tombés malades de trop s'emplir la bouche jusqu'au dentier. Leur ventre s'est donc mise à enfler. Et voici Dame Douce qui arrive. Cher maître, j'aimerais que vous me conseilliez contre déboursement. Moi aussi, j'ai le ventre tendu. Je ne vais plus, je ne fais plus. J'ai fait pour vous 3 lieues d'urine, vous demandez quelle est sa mine. Le docteur, mon urinal me dit que trop souvent vous vous mettez sur le dos. Dame Douce, vous mentez, mon beau ribot. Je ne suis pas dame matronesse. Contre aucun don, aucune promesse, je ne ferais un tel métier. Le docteur, bon, faisons l'examen du pouce pour vérifier que vous mentez. Reneley, l'assistant du docteur,
Laisse-toi un peu huiler le pouce par moi. Lève-le un peu. Avant, il faut le nettoyer, c'est fait. Observe cette croix et dis-nous ce que tu vois. Dame 12, je suis prête à tout entendre. Reneley, je vois que vous vous faites foutre. Autant ne le taire à personne. Le docteur, conc, je savais bien ce qu'il était de la besogne. Mine d'urine ne ment jamais. Dame 12, tiens, sur la tête, sale petit rouquin. Reneley, aïe, c'est pas le jour de ma fête. Le docteur, Reneley, mon fils, ne t'en fais pas. Dites-moi par plaisir qui vous a engrossé de l'enfant. Douce dame. Dame 12, puisque vous savez tout, monsieur, je ne vous cacherai plus rien. C'est lui, ce vieux voleur, montrant Riquier du doigt notre personnage, qui fut la cause dont le ciel me délivre. Riquier, quoi, que dit-elle, cette femme est ivre? Est-ce qu'elle m'impute son enfant? Dame 12, oui. Riquier, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Et selon vous, cela serait arrivé quand? Dame 12, eh bien, il n'y a pas très longtemps, tout juste un peu avant Carême. Guillot, c'est votre épouse, Riquier, qui va en rire. Y a-t-il autre chose à lui dire? Adam de la Halle, qui est par ailleurs compositeur de chansons, de motets, de rondeaux, va effectivement prendre congé de sa ville sur le modèle du lépreux Jean Baudel ou de l'autre lépreux Baude Fastoul. Mais la lèpre, dont il diagnostique les effets sur lui-même, est celle de l'argent, qui, dit-il, vicie et pourrit toutes les relations urbaines dans Arras. Voici les premières strophes de son congé à lui, du congé d'Adam. Arras, Arras, ville de procès, ville de haine, de calomnie, qui de noblesse coutume avait, on va disant qu'on vous réforme, mais si Dieu n'y fait le bien rentrer, je ne vois nul qui vous réconcilie. On aime trop chez vous la monnaie, croit Pile, dire Pile efface. Chacun fut Berthe en cette ville, quand il y avait richesse au mai. Adieu, plusieurs fois, 100 000, je vais ailleurs ouïr l'évangile. Ici, sauf mentir, rien ne se fait. Puisque mon congé je viens prendre, je dois premièrement descendre à ceux que je quitte à plus vif regret. Je veux mon temps mieux dépenser, nature n'est plus en moi si tendre à faire chanson, ni son, ni lait. Le temps raccourcit mes années, je me sens tout près d'abandonner ce que je comptais le plus cher. Trop longtemps ma vie s'est passée parmi laïcs, bien grave dommage, mieux vaut avoir appris qu'apprendre. Adieu, amour, très douce vie, la plus joyeuse, la plus jolie qui puisse être hors le paradis. Vous m'avez donné tant de bonheur. Si vous m'ôtâtes de clergie, je l'ai par vous déjà reprise, car m'avait donné volonté de racheter honneur et prix, que par vous perdu je n'ai mis. Mais vous servant, j'ai tout appris, tant j'étais nu auparavant, dépris de toute trace de courtoisie. Très belle, très douce, très chère amie, je ne pourrais faire belle chère, car plus chagrin de vous m'en vais que de rien que je laisse derrière. De mon cœur serait la trésorière, mon corps s'en ira d'autre part quérir, savoir et art. De mes efforts tirerai profit. Mieux je vaudrais, mieux vous serez, pour que la terre plus tard fructifie. Ne la laisse-t-on pas 1 an sur 3 ou 4 jachères? C'est le plus bref des 3 congés, 13-12-1, au contraire des 45 de Baudel et 48 de Fastoul, mais ce n'est pas le moins émouvant, car Adam y dit adieu à sa femme, Marway, qu'il la quitte pour reprendre ses études de théologie. Cela peut nous faire sourire aujourd'hui, mais on sent déjà chez cet homme déchiré l'effet de cette double postulation ou tension entre la chair et l'esprit qui trouvera son apogée beaucoup plus tard chez Baudelaire. C'est pour moi le premier homme moderne. Autant que l'on sache, Adam n'ira pas vers la Sorbonne, mais il s'engagera auprès du comte Robert d'Artois, le frère de Saint-Louis, au service de Charles d'Anjou, héritier du royaume de Sicile à Naples. Il faut l'imaginer finir sa vie au soleil, sur une place napolitaine, et pourquoi pas renaître un jour dans la figure de Scapin. L'esprit de comédie naît au nord, à Arras, plus précisément, au contact d'une société bourgeoise éprise de pouvoir et d'argent, mais aussi d'une société
confraternelle de poètes et de jongleurs, aimant à se côtoyer et à rire dans les tavernes, dans la proximité de deux immenses places publiques qui sont comme des églises urbaines à plat sur le sol, directement ouvertes à la météorologie du ciel. La taverne est une invention scénique du théâtre arageois. Le jeu de la feuillée finit à la taverne avec tous ses acteurs. Il y a également une pièce anonyme intitulée « Courtois d'Arras », du nom du personnage principal, lequel se fait dévaliser par deux femmes indélicates, deux prostituées, Manchevert et Pourrette, de mèche avec le patron de l'auberge où il est entré, et qui, fils prodigue qu'il est, devra, pour récupérer son argent, garder les porcs avant de retourner chez son père. Mais le comique de situation sociale ou urbaine, sur quoi s'appuie ce théâtre naissant, fait aussi place au jeu avec et sur les mots, genre totalement propre à Arras. Ce sont les énigmatiques phatrasies. De quoi ces phatrasies, qui sont au nombre de 55, sont-elles la marque? Sinon justement de ces promiscuités d'auberge où l'invention s'allume à la chaleur du vin d'Auxerre ou d'Auxerre, à moins qu'elle ne soit le produit de compétitions absurdes, des jeux partis spécifiques, des formes anticipées de slam entre compétiteurs en absurdie. Les Anglais ont un mot pour cela, ils disent ce sont des nonsense poems, des poèmes de non-sens. On se perd en conjecture sur ces phatrasies, au nombre de 55. Vache de pourceau, agnelle de veau, brebis de malard, deux hommes laids et beaux, deux hommes lépreux sains, deux hommes sages et sots, deux gosses nés d'un taureau qui chantaient renard sur la pointe d'un couteau, porté Château Gaillard. Un bel homme sans tête menait grande fête pour manger cailloux, une féroce bête de cela l'arrête un jeudi à Meaux, où quatre ânesses sans peau menaient grande fête pour voler leurs oripeaux, chanter là-bas chanson de geste, une cuve en deux tonneaux. Une vendoise est une carpe, un poisson. Rose de Vendouaise, sur la rivière d'Ouaise, chevauchait un haie. Moult menait grand-ouaise, un faiseur d'ardoise parmi un carquois. Tous les harengs de Calais burent pot plein de cervoise chez l'évêque de Beauvais, qui confessait une planche des péchés qu'elle avait faits. Aux champs et en ville, sa quenouille file sans les pieds ni mains. En ruse était fort habile celui qui d'Abbeville chevauchait jusqu'à Reims, un grand homme qui était nain et menait bien 10 000 singes, tous chapelains. Devinez Croix-ou-Pile, le premier fut le darin. En picard, darin ça veut dire le dernier. Il est d'ailleurs à noter qu'un curieux écho de ces petites chansons de non-sens résonne à distance d'Arras chez l'écrivain Philippe de Rémy, sieur de Beaumanoir. Je vais passer, je m'y attendais bien sûr. Raffiné au grossier, c'est le comique jusqu'à l'absurde qui fait la grandeur et l'originalité de l'explosion littéraire arageoise. Faut-il parler d'une libération par le commerce? Commerce des affaires, des idées et des gens? Les congés de Baudel, Fastou, Ladan regorgent de noms de mécènes et amis qu'il remercie pour leur soutien. Ailleurs, les phatrasies éclatent comme une production sans doute collective, mais totalement anonyme. À Arras se conjuguent ainsi pour la première fois les deux extrêmes de l'individualité, la patronymie et l'anonymat. À cette libération de la société par l'économie, avec toutes ses injustices, correspond une déflagration d'esprit comique sans égal en France, à aucun autre moment. Arras rit. Arras parodie les codes sérieux de la chanson de geste, comme du roman courtois. Arras se moque de la lyrique amoureuse qui lui est venue du Sud et la subvertit par le rire. C'est pourquoi j'entends librement rattacher à cet esprit, pour ma part, les textes du roman de Renard, mais aussi bien ceux des fabliaux,
dont je ne peux pas imaginer qu'il ne proviendrait pas d'une même libération. Trop longtemps contenu et réprimé par la langue officielle, le latin, et ses serviteurs, les curés et les prêtres, voici que la langue vernaculaire explose dans toute sa verdeur et sa saveur parodique, avec une joie animale sauvage, vindicative presque, comme d'un printemps paysan cruel. Voici d'abord un extrait de Renard Isengrin et la pêche aux anguilles, qui est extraite de la branche 3 et que je traduis au plus près du texte en respectant, du mieux que je peux bien entendu et pas systématiquement, la structure octosyllabique. D'habitude, tout cela a été traduit en prose et présenté en prose. Ce fut un peu avant Noël que l'on mettait Bacon, Bacon en anglais maintenant, que l'on mettait Bacon en selle. Le ciel fut clair et étoilé, tout le vivier avait gelé, où Isengrin allait pêcher, tant qu'on eût pu danser dessus, sauf où se voyait un puits que les vilains y avaient fait, où ils menaient leurs bêtes boire et s'amusaient toutes les nuits. Un seau, ils y avaient laissé. Renard accourt en grande hâte et son compère observant. « Sire, lui dit-il, prenez-moi ça, il y a poissons en quantité, et l'instrument pour faire moisson d'un seau d'anguille ou de barbeau ou autre poisson très bon, très gros. » Isengrin dit « Sire Renard, prenez le seau de votre côté et à ma queue nouez-le serré. » Renard le prend et fait un nœud à la queue du loup du mieux qu'il peut. « Frère, lui dit-il, il vous faudra très sagement ne plus bouger pour que Poisson puisse se montrer. » Dans un buisson, il s'est caché entre ses pattes museau couché pour observer ce qui se passe. Donc, Isengrin est sur la glace, le seau plongé dans la fontaine, les glaçons font comme une étrenne, mais l'eau commence de geler. La glace commence de charger le seau à la queue attachée. Voici que les glaçons étreignent la queue qui, dans l'eau pétrifiée, à la glace se trouve scellée. Le loup commence à se débattre, cherchant comment se dégager. À maintes reprises, il s'y essaie, ne sait quoi faire, et angoissé, appelle Renard à son secours. Il ne voit pas où il peut être, alors que l'aube déjà paraît. Renard de ses pattes lève la tête, ouvre les yeux et le regarde. « Mais sire, dit-il, laissez-la à l'œuvre. Allons-nous-en, bien doux amis. Assez de poissons avons pris. » Mais Isengrin de loin lui crie « Renard, il y en a beaucoup trop. J'en ai pris plus que puis compter. » Alors Renard se met à rire, effrontément il lance au loup. Qui trop convoite, il perdra tout. La nuit trépasse, l'aube a paru, le soleil monte dans le matin. Je trouve ces notations absolument extraordinaires. La nuit, comme description de l'hiver, c'est formidable. La nuit trépasse, l'aube a paru, le soleil monte dans le matin, tous les chemins sont blancs de neige. Voici, messire, des granges constants, un vavasseur très bien fieffé, dont la maison donne sur l'étang, qui s'est levé en liesse, content, sa maisonnée en même temps. Il prend son corps, ses chiens appellent, commande qu'on lui mette sa selle, la maisonnée s'affaire écrit, Renard l'entend, tourne, s'enfuit et court se mettre en sa tanière, laissant Isengrin sur la brèche, lequel bande ses forces, sac et tire à peu que sa peau ne se déchire. Si de l'endroit il veut partir, devra de sa queue se départir. Alors qu'Isengrin va tirant, voici que vient Valet, courant, tenant 2 lévriers en laisse. Voyant Isengrin, il s'élance, glisse sur la surface glacée, écorche le cuir de son habit. Regardant le loup, il s'écrie « Ah ah, au loup, aïe, aïe !» Les veneurs, dès qu'ils l'ont ouï, très vite de la maison saillissent, leurs chiens une haie franchissent. Le loup commence de s'alarmer, car maître Constant les suit de près. Sur son cheval, à toute allure, il crie très haut en galopant « Lâchez les chiens, complètement !» Les braconniers, les chiens découpent, les chiens braquent, au loup s'accouplent. Leur Isengrin moult se hérissent, les veneurs, les chiens excitent, les admonestent durement, mais Isengrin bien se défend. Les morts du croc, que peut-il d'autre? Il eût aimé bien mieux la paix. Maître Constant dégaine l'épée. Voici qu'à frapper il s'apprête, met pied à terre, vient sur la glace,
vient sur la place et court au loup dessus la glace. Il l'a assailli par derrière, croit le frapper, mais manque son coup qui lui assène de travers. Donc Constant chute à l'envers, si bien que sa tête est en sang. Se relevant à grande peine, furieux, il attaque de nouveau, menant un terrible combat. Parodie des chansons de geste, Gormont-Isenberg, que je vous ai lu tout à l'heure. Menant un terrible combat. Il croit l'atteindre à la tête, mais voici que le coup s'arrête et vers la queue glisse l'épée, qui la lui tranche entièrement, près de l'anus, sans rien rater. Isengrin, qui a tout senti, saute de côté et déguerpit. Les chiens se lancent à ses trousses, l'un après l'autre le mordent aux fesses, lui leur laissant sa queue en gage qui lui fait mal atrocement, à peu que le cœur ne lui crève. Faute de se battre, donc il s'enfuit et sur un tertre trouve un abri. Les chiens le vont toujours mordant, lui se défend en détalant. Une fois monté sur la hauteur, les chiens sont fourbus et lassés. Lors Isengrin, sans s'attarder, s'enfuit, gardant l'œil aux abois. À grande allure, droit vers les bois, pendant qu'il court, il dit et jure que de renard il se vengera à la minute qu'il le verra. Voici maintenant, comble de la sauvagerie, plus sauvage encore, plus grossièrement cruel, un fabliau. Le fabliau du prêtre crucifié. On dit que fabliau serait la forme picarde de fablelle, petite fable. Il semble bien qu'une majorité de fabliaux soit picarde d'écriture, soit une forme brève, rarement plus de 600 vers, versifiée en couplets d'octosyllabes, dans laquelle Jean Baudel lui-même semble s'être illustré. C'est surtout, pour une grande part, des histoires de ruses sexuelles, de cocuage, de vengeance, qui devaient faire éclater les auditeurs. On imagine les jongleurs qui avaient à leur disposition la possibilité, comme j'essaie modestement de faire ce soir, de passer des poèmes les plus lyriques, les plus tristes, les plus fous, comme les Fatrasis, à des poèmes grossiers, comme celui que je vais vous lire, mais qui devaient faire éclater les gens qui avaient bien écouté, bien sagement auparavant. Un exemple vais-vous conter que m'a appris maître Rogier, qui fut expert par l'habileté à sculpter la statuaire et à tailler les crucifix. Ce n'était pas un apprenti, c'était un sculpteur accompli. Mais son épouse, la malheureuse, d'un prêtre était tombée amoureuse. Donc son seigneur lui fit accroire qu'il devait aller à la foire pour y livrer une statue qui lui rapporterait des deniers. La dame acquiesça, fut joyeuse. Quand il vit son visage s'éclairer, il put alors bien se douter qu'elle brûlait de le tromper, comme il y était accoutumé. Donc sur ce coup, il a jeté un crucifix pour l'occasion, il est parti de la maison, il va en ville, il y demeure, il patiente jusqu'à l'heure où il pense qu'il les trouvera ensemble. De colère, le cœur lui tremble. Puis il revient à son logis, il les voit par une fente de lui, en train de déjeuner assis. Il appelle, on traîne les pieds pour la porte lui ouvrir. Le prêtre ne sait par où s'enfuir. Dieu, dit le prêtre, comment vais-je faire ? La dame lui dit, je vais vous dire. Dénudez-vous et puis de tout votre long allongez-vous avec ces autres crucifix. Bon gré, mal gré, je vous le dis, c'est l'auteur du conte. Le prêtre lui a obéi. En hâte, il s'est déshabillé, entre les statues s'est allongé, comme si lui-même fût fait de bois. Le brave homme, ne le voyant pas, très vite se rend compte qu'il est couché entre les statues. Alors il fait preuve de sagesse, il prend son temps, il mange, il boit, puis quand il se lève de table, alors il commence d'aiguiser son couteau à une grosse pierre. C'était un homme courageux. « Dame, dit-il, allumez une chandelle et m'accompagnez là où j'ai affaire. » La dame n'osa lui refuser. Chandelle est là allumée et accompagne son seigneur aussitôt dans son atelier, où le sage homme aperçoit le prêtre tout étendu, qu'il reconnaît avoir ses couilles et son vis tout pendu.
Dame, dit-il, j'ai tristement bâclé mon travail sur cette œuvre. J'étais ivre, mais ta vie, quand j'y laissais ces choses en suspens, approchait la chandelle que je rectifie. Le prêtre n'a pas osé remuer. L'autre croyait bien que je dis vrai. Lui a tranché les couilles, le vit. Lui a tranché tout totalement, sans rien laisser. Quand le prêtre, sa blessure a senti, a pris la fuite, il s'est sauvé. Le sage homme aussitôt alerte le monde à grands cris. « Seigneur, arrêtez mon crucifix qui vient tout juste de m'échapper !» Le prêtre se cogne contre deux gars qui justement portaient une jarle, une grande cruche. Il mieux valu pour lui qu'il fût à Arles. Il y avait un vicieux valet tenant à main un levier qui l'en frappa sur le cou et l'abattit dans la boue molle. Quand l'autre fut tombé par terre, voici qu'arrive le sage homme qui l'emmène dans sa maison et qui, 15 livres de rançon, lui fait immédiatement payer, jusqu'au dernier de ses deniers. Cet exemple vous apprend que nul prêtre jamais ne devrait la femme d'autrui aimer, ni rôder autour de quelque autre que ce fût dans le voisinage, de peur d'y laisser ses couilles en gage. Comme il advint au prêtre constant, qui y laissa ses 3 pendants. Assez brutal. Je vais terminer, parce que je crois qu'on approche effectivement de l'heure, en sautant sur beaucoup de pages, par un... Il y a une assez forte, dans cette poésie médiévale, dans la poésie qui fait rire, une assez forte misogynie. Elle fait le pendant de la lyrique courtoise. Et au Nord, généralement... la lyrique courtoise, qui a des représentants, je n'ai pas le temps de vous les lire là ici, mais des représentants assez faibles par rapport aux chansons en Languedoc, en quelque sorte, des troubadours. Mais on sent tout de suite que les esprits comiques arageois et picards sont beaucoup plus excités par le conte, par l'art de raconter des histoires salaces et des histoires drôlatiques, quoi. Alors, je termine par quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, sauf qu'il s'appelle Jacques d'Amiens. Et ce Jacques d'Amiens a vécu au XIIIe siècle, mais on n'en sait pas plus sur lui. Il a écrit une sorte de parodie, ou plutôt d'adaptation exactement, de l'art d'aimer d'Ovide. Et alors, c'est la première fois que ça a été traduit, et c'est même quasiment la première fois que c'est édité. Personne, l'éditeur de ce poème, de ce long poème qui fait 1 millier de vers, est un éditeur allemand. Et donc, depuis que je l'ai exhumé de la Bibliothèque nationale, je puis vous assurer qu'il n'a jamais été réédité. Et comme je ne connais pas l'allemand, j'ai dû me passer de ces notes, mais j'ai fait vérifier ça à des médiévistes. Alors, c'est l'art d'aimer, c'est les conseils sur l'amour. Comment il faut aimer ? Bien entendu, vous prendrez tout ça... au second degré. Hein. Mais à ton ami simple et paisible doit donner plaisir et joie. Cependant m'est advenu qu'aucune fois j'ai frappé mon ami, ou grand soufflet lui infligé, ou par les tresses les traîner, ou les accoler trop durement, tout degré, sciemment, pour la raison d'un petit manquement, comme ce fait qu'elle aille en tel lieu, où elle parlait outre mesure, qui me nuisait, mais honnêtement, où n'y avait mal pour autant. Mais je le faisais sciemment, feignant le courroux, le forcené et le jaloux, et la battais et la frappais. Et en mauvaise foi lui disais « À la rue, pourquoi allâtes-vous, sans qu'avant à moi n'en parlâtes ? Par Dieu trouvera-t-on jamais femme qui sa langue tienne en paix ? À qui l'on puisse croire et se fier, quand tu la verras pleurer après l'avoir frappée, ou laidement battue peut-être, et qu'elle te maudira, que toi le fou furieux feras, si fort qu'elle immédiatement te mordrait bien de ses dents, c'est violent, hein, que tu l'auras moult désolé, fait pleuramment et hautement crier,
À l'écart d'elle, ne t'éloigne pas, mais à son côté, assieds-toi, soupire très fort, fais le dos lent, maudis-toi fort laidement, tout devant elle, afin qu'elle croie que pour certains ce soit qu'elle t'ait ouï dire « Dieu, que m'est-il donc advenu, que j'ai toute ma raison perdue, car j'ai fait grande diablerie, grand outrage et grande folie. Hélas, mon pauvre, mon malheureux, comme à la malheur suis né, c'est grande douleur que je vive encore. Diable, emportez-moi immédiatement, car je l'aurais bien mérité. C'est une journée mal engagée. Par le cœur, Dieu, pourquoi ai-je frappé mon cœur, mon ami? Pourquoi l'ai-je battu, elle que j'aime 100 fois plus que moi? Je ne sais pas dire pourquoi. Honte va bientôt m'advenir, ma douce amie, vous allez voir. Vous ai-je fait mal? Montrez-le-moi. Je mourrai de douleur, je crois, si vous ne vous rétablissez pas. Maintenant, va l'embrasser. Quand tu verras ses pleurs doubler, se plaindre fortement, se lamenter, va, étreins-la, embrasse-la. Les yeux, les larmes et le minois, baise-lui fort tendrement, avec la bouche tout pareillement, puis dis-lui, belle, simple et calme, Dieu me secours, j'étais furieux. Je ne sais par quelle diablerie l'ai fait, crois que ce fut jalousie qui très vite fait passer les bornes, j'eusse plus chèrement une maladie d'une fièvre carte. Voilà ce que fait l'amour, je le sais pour vrai. Je crains vous perdre par ma foi, là où vous tiens et sens et vois. Tu iras ainsi l'apaisant, son visage et sa bouche baisant, cherchant à en faire ton plaisir une fois qu'elle sera couchée. C'est l'amour, l'art d'amour rude, et je ne veux pas dire nordique parce que ce serait une forme. En tout cas, on est aux antipodes de la lyrique courtoise. Et donc, je suis obligé, donc je vais arrêter. Il y a en particulier tout un aspect picard, alors très, très, très étroitement picard, des vers que l'on appelle les vers de la mort, qui sont d'une beauté, d'une âpreté, d'une dureté absolument inimaginable, qui datent de la fin du XIIe siècle, pratiquement, en particulier les célèbres vers d'Élinand de Froimont, les vers de la mort, Froimont dans l'Oise, monastère, mais un autre poème de quelqu'un qui n'a jamais été édité ni traduit, et que je traduis pour la première fois, qui s'appelle Le Ranclus de Molien. Alors on ne sait pas de quel Molien il s'agit, on pense que c'est le Molien Vidame. Un reclus, c'était quelqu'un qui se cloîtrait dans une pièce près d'une église et qu'on nourrissait par une sorte de porte, simplement. Et c'est les vers c'est un miséréré du Ranclus de Molien. C'est 2500 vers. J'ai sué sang et eau pour le traduire. Il n'y a pratiquement pas de lexique, très peu de lexique, mais c'était absolument extraordinaire. C'est une conclusion provisoire, bien évidemment, parce que si nous ne sommes pas fatigués, si vous n'êtes pas fatigués, si il y a la possibilité, soit au mois de juin, soit au mois d'octobre prochain, 2017, soyons optimistes, je parlerai là de toute la littérature, immense également, entre le XVe et le XVIIIe siècle, y compris la littérature révolutionnaire. Car si j'ajoute l'Artois à la Picardie, nous avons toute la Révolution française. Absolument toute la Révolution française. Mais ce qu'on ne lit pas souvent, ce sont les textes de ces révolutionnaires. Et j'espère bien, justement, faire venir ces textes-là. Donc, la parenthèse enchantée des échanges commerciaux et littéraires qu'a connue Arras, en l'espace d'un petit siècle, touche à sa fin. Le pouvoir de l'argent va passer aux banques italiennes et flamandes, Bruges d'un côté, Florence de l'autre. Les guerres vont confisquer l'espace intermédiaire, transformant les plaines picardes en champs de bataille entre Anglais et Français, se disputant la succession du royaume de France, mais aussi la prééminence européenne. Le christianisme prépare au nord son évolution. Adam de la Halle a dit adieu à sa ville et s'en est allé de son côté, où l'on voit le lien étroit entre les cycles économiques, les humeurs et la baisse de l'inventivité. Merci à vous.
votre présence. Vous allez être invité, si vous avez le temps encore, bien entendu, mais dans la demi-heure qui reste, à boire une coupe de champagne, je précise Picard.